Alors j'ai lancé une petite chaîne centrée sur le football, type foot, comme son nom l'indique, quoi. Je me suis pas trop foulé pour le titre. Donc voilà, on traitera de l'actu du football, la Coupe du Monde, etc. Sur cette chaîne-là, bon, de la Ligue 1 aussi, de la Première Ligue. Je verrai ce qui vous intéresse le plus concernant les news d'ailleurs. Ça serait intéressant de savoir. Et puis voilà quoi. Je vous invite à vous abonner, le lien est dans la description. Allez, c'est parti pour les news. Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, hein, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Allez, c'est officiel, le Grand Prix de Chine, ça dégage en 2023 de nouveau. 3e année consécutive. Donc, du coup, ça donne la porte ouverte, comme les rumeurs le disent, au Portugal. Hein. Et oui, sinon il y aura un trou de quasiment un mois, tout simplement. Donc la F1 déclare que ça n'aura pas lieu à cause de la situation épidémique du Covid en Chine, qui est toujours compliqué là-bas à traiter. Bon, il n'y a plus trop de cas, mais vu qu'ils ont une politique zéro Covid, ils sont un peu ridicules avec tout ça d'ailleurs. Hein. Spécial ce pays aussi. Donc voilà, écoutez, c'est pas plus mal, comme ça on n'aura pas à se lever tôt le matin. Et puis on aura un Grand Prix à 15h au Portugal à la place. Bon, c'est pas encore officiel, mais ça ne saurait tarder à mon avis. Donc je dis oui, hein, clairement. Alors il y en a qui ont critiqué le spectacle au Portugal. Bon, c'est pas la meilleure course, mais bon, c'est pas pire que la Chine, j'ai envie de vous dire. Le spectacle en Chine n'est pas non plus exceptionnel. Donc j'ai envie de dire, ça fait toujours une course de plus. Et peut-être qu'il y aura même un sprint au Portugal, à voir. Voilà pour cette news, je vous laisse commenter. Ciao. Alors justement, est-ce que Russell méritait de battre Hamilton cette saison? Donc ils ont analysé ça sur ce site-là. Avec des tests en cours de saison pratiquement inexistants et un temps d'entraînement plus limité pendant les week-ends de course qu'il y a 2 ans à peine, Mercedes a consacré les premiers week-ends de course à expérimenter différents réglages de voitures. Ils ont sacrifié des performances maximales pour accélérer l'investigation d'une voiture qu'ils ne connaissaient pas bien au départ, qui contribuait à les surprendre jusque tard dans la saison. Cette pratique s'est poursuivie jusqu'au Grand Prix du Canada. Il avait tendance à impliquer plus Hamilton dans les configurations les plus agressives, une décision logique car il a beaucoup plus d'expérience en tant que pilote et des anciennes voitures Mercedes. Mais parfois ça compromettait clairement ses performances, comme c'était le cas par exemple à Bakou, où il a couru à une hauteur de caisse inférieure à celle de Russell et a subi une conduite aussi atrocement douloureuse que lente. Après avoir ouvert la saison avec un podium qui a flatté à W13, et qui prendrait 4 mois pour s'améliorer, Hamilton a été battu à domicile par Russell lors des 7 courses suivantes. Ses détracteurs en ont profité, mais une fois que Mercedes a repris du service plus normal, Hamilton a clairement eu le dessus jusqu'aux courses finales. Au cours des 11 courses suivantes, Hamilton a surclassé Russell sans faute en Autriche, où les deux se sont écrasés, et en Hongrie, où sa Mercedes a subi une faute du DRS lors des qualifs. Le rythme de course d'Hamilton était également soutenu, notamment au Gaoring, où à partir de la 7ème place sur la grille, il a terminé devant son équipier en pole position. Ouais, ça j'avoue, incroyable. Alors que la saison approchait de sa fin, Russell a fait un pas en avant dans les performances qui semblaient coïncider avec l'introduction par Mercedes de son dernier package de mise à niveau. Ce qui a fait de la W13 une proposition beaucoup plus compétitive. L'écart des qualifs entre eux s'est réduit à pratiquement rien au Mexique et à Abu Dhabi. Et Russell a remporté une 3ème place utile au Brésil, grâce en partie à un décrochage, alors que la pluie tombait en Q3. Ouais, alors ça, c'est vrai, quand il s'est craché, il a mis un drapeau rouge et du coup, les autres derrière n'ont pas pu améliorer. Mercedes a failli rattraper Ferrari dans le championnat des constructeurs, en partie grâce à une saison largement sans erreur et avec une meilleure fiabilité. Pourtant, quand ils se sont trompés, ils l'ont fait de manière spectaculaire. Hamilton se crachant contre Alonso à Spa, Russell emmenant Carlos Sainz au crash à Austin. Après les 8 premières courses de l'année, Russell a mené son coéquipier de 37 points, un écart qui peut en grande partie être attribué à l'approche de configuration de l'équipe et au malheur d'Hamilton pour les interruptions de course à Melbourne et à Miami. Pourtant, une fois le rideau tombé sur la saison, Hamilton n'avait réduit ce déficit qu'à 25 points, sa panne de voiture avec 4 tours à faire à Abu Dhabi contribuant à un swing de 14 points. Donc Russell n'aurait peut-être pas mérité de terminer la saison devant Hamilton au point, mais il y avait remarquablement peu de choses, et le nouveau venu était au sommet de sa forme au cours des courses finales, qui comprenaient une première victoire que son coéquipier aurait pu prendre. Il entamera sa 2ème saison chez Mercedes en sachant qu'il s'est mesuré très respectablement au pilote le plus titré de tous les temps. Alors Hamilton, 13-9 sur Russell en qualif. Il a fini 9 fois devant Russell. Bon, Russell a fini 11 fois devant. Le nombre de tours devant l'autre, 602 tours devant Hamilton pour Russell et 590 pour Hamilton devant Russell. C'est très serré, hein. Et le nombre de points, donc 35 points en faveur
de George Russell. Vous avez même un petit récapitulatif, c'est bien fait leur truc là, franchement, ils ont géré. Hein. Hamilton qualifying gap to George Russell, ok. Alors, valeur négative, Hamilton était plus rapide, valeur positive, Russell était plus rapide. Ok. Bon, c'est quand même très serré, hein, au final. Donc voilà, on verra ce que ça donne entre les deux l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez de ces analyses? Pas mal, non? Allez, ciao. Et Rosberg qui avertit Russell du défi ultime qui l'attend contre Lewis Hamilton. Incroyable. Ça sera encore une situation différente l'année prochaine. Si jouent les victoires régulièrement, ce sera toujours une situation différente où ils ne sont pas complètement perdus et ils ne savent pas ce qui se passe avec la configuration, ils doivent tout essayer. Donc George doit le prouver à nouveau l'année prochaine et voir s'il peut rester devant Lewis Hamilton. C'est le défi ultime. Oh bah la déclaration était très courte de Nico Rosberg. Bon, en même temps il a pas tort. Hein. On verra si avec un Lewis Hamilton revigoré avec une voiture qui lui convient mieux, l'année prochaine une voiture plus performante aussi, on verra si Russell est toujours devant lui. D'ailleurs restez bien sur la chaîne parce que tout à l'heure on fera un petit point. Est-ce que Russell méritait ou pas de finir devant Lewis Hamilton cette saison? Bon, en tout cas, on va pas lui enlever qu'il a fait une très bonne saison. Hein. Russell, personne ne conteste ça. Hein. Pour ses débuts chez Mercedes, c'était excellent. Malgré un ou deux crashs évitables, on va dire. Allez, je vous laisse commenter. Une exposition sur la F1 à Madrid. Ça a l'air sympa d'ailleurs. Donc ça se tiendra à l'IFEMA de Madrid du vendredi 24 mars au dimanche 16 juin l'année prochaine. Ah oui, c'est pas encore. Divisé en 6 salles, chaque zone a son propre thème de la course, a le mur des stands en passant par pilote et duel. Après une nouvelle saison record qui attire plus de personnes que jamais sur le circuit de F1, il est fantastique de voir la toute première exposition prendre forme de manière aussi spectaculaire, a déclaré Domenicali. Ces expositions seront une véritable célébration de l'incroyable histoire de la F1 et se rapprochera plus que jamais de nos fans du plus grand spectacle sportif du monde. Nous sommes impatients d'accueillir les visiteurs de l'exposition à Madrid, puis dans le monde entier lors de la tournée de l'exposition. Alors, les premières images. Voilà à quoi ça va ressembler tout ça. Ça a l'air sympa, hein? Ça a l'air sympa. Les billets sont dispo à partir de 20€. Alors, c'est même un peu moins d'ailleurs, c'est 17,99 pour le coup. Bon, ça fait pas une grosse réduc, mais ça revient un peu moins cher si tu prends un pack. Enfin, ça revient plus cher au final, mais il y a une petite réduc quand même. Donc, sold out, flexi ticket, 28$, 28€ quand même. Les tickets flexibles, c'est un peu cher, quoi. Donc là, t'as des tranches horaires d'une demi-heure en gros. Donc autant prendre ça. Hein, il suffit de venir à l'heure indiquée, et puis voilà, quoi. Et avec des flexibles, bah du coup, tu venais à n'importe quelle heure, mais bon. Bref, bon, encore une fois, c'est loin, Madrid, voilà, c'est pas en France, malheureusement. Faut y aller, quoi, aussi, en Espagne. Mais bon, ça peut être pas mal. Vous en pensez quoi, vous? Ciao. Marco ne voit pas Perez l'emporter sur Verstappen, personne n'en est capable. Et oui, il est imbattable, Max. C'est vraiment le boss ultime de la F1, quoi. Sérieux. Mercedes avait un œil sur Ricciardo, mais se tourne maintenant, selon toute vraisemblance, vers Mick Schumacher. Lorsque l'on lui demande si l'Allemand était aussi une option pour Red Bull, Marco est très clair. Non, il a toujours fait partie du programme Ferrari, c'est pas intéressant pour nous. D'autant plus que notre pilote de réserve participe beaucoup à des événements sponsorisés en Amérique. Ricciardo, avec son profil et son image, est donc le meilleur pilote pour nous. Et oui, parce qu'il aime beaucoup l'Amérique, et l'Amérique l'aime bien. Et rien ne changera concernant les pilotes réguliers en 2023 chez Red Bull. Verstappen a toujours un contrat jusqu'en 2028 et Perez jusqu'à fin 2024. Le Mexicain lui-même a envie de courir pour le titre. Mais Marco ne voit pas ça arriver de sitôt. Checo peut certainement gagner une ou deux courses, mais pour le moment, je ne le vois pas défier Max sur une saison entière. En général, je ne vois pas quelqu'un avec les mêmes conditions que Max être capable de le faire. Voilà, donc on fait comprendre à Checo, tu n'arriveras pas à battre Verstappen encore l'année prochaine, Checo, ça sert à rien d'essayer. Hein. Oh là là. Comment il doit prendre ce genre de déclaration, Perez, à sa place, vous feriez quoi? Enfin, je serais fou de rage de le voir dire ça, quoi. Enfin, au moins, on peut pas dire qu'il soit pas honnête, hein. Marco, il dit ce qu'il pense, mais bon, envers Perez, c'est chaud, quoi. Allez, je vous laisse commenter. Alors, Laurent Rossi, Alpine était dans un état déplorable début 2022. Déplorable, carrément. Il en fait pas un peu trop, lui, quand même, là. On a commencé la saison en mauvaise posture, je pourrais dire qu'on est arrivé à Barcelone dans un état déplorable. Il était ensuite de lancer le développement le plus tard possible, parce que la voiture était complètement nouvelle, et à partir de là, essayer de remonter sur la grille. Je me souviens, à l'époque, personne ne nous voyait au-dessus de la 8ème position, et McLaren avait une voiture très rapide. Je suis donc assez heureux que nous ayons réussi à la rattraper, et j'espère la dépasser pour arriver là où nous nous situons aujourd'hui.
En outre, la saison 2022 d'Alpine a débuté par plusieurs changements au sein de la direction, avec la migration de David Ebrivio vers d'autres disciplines dans lesquelles Alpine est impliquée, le départ médiatisé d'Alain Prost, conseiller de Marcin Butkowski, directeur exécutif, ainsi que le recrutement d'Otmar Szafnauer. Selon Rossi, l'objectif de cette nouvelle organisation était de mener une campagne de développement agressive pour décrocher la 4e place du championnat et donc suivre le plan de l'équipe en progressant lors de chaque saison. Au début de la saison, l'objectif était de mettre en place une nouvelle structure, ce que nous avons fait. Cette structure était censée apporter des innovations, des évolutions tout au long de la saison pour gagner en compétitivité. Ce que nous avons fait. Ça a finalement résulté en une meilleure position. C'est important de finir 4e non seulement financièrement, mais aussi pour la dynamique. Nous avons dit que nous allions essayer de progresser chaque année pour attraper autant que possible les meilleures équipes. Il est important de ne pas manquer la première étape. Ok, du coup, ouais, Laurent aussi, j'ai l'impression qu'il y a un peu le melon, lui, quand même. Très arrogant, ce Laurent, plus ça rime, magnifique. Je vous laisse commenter, vous en pensez quoi, ces déclarations ?